Écoutez, bonjour, nous filons au cinéma, tous les trois, Frédéric, Maxime et moi. Et nous passons en revue La Moisson et les bons films que Frédéric nous invite à voir. Alors déjà, je vous invite à ne pas voir. D'accord. Comme ça, on ira plus rapidement. Il n'est pas frais, ton poisson. Vous savez, pas là, la moisson n'est pas fraîche non plus. Voilà. Alors, La Chute de Londres, qui était un film avec des terroristes arabes, naturellement, qui font du chantage. Londres expose, vous avez des effets spéciaux, etc. Et pourtant, ce qui est dommage, c'est que vous avez deux bons acteurs, Aaron Eckhart et Morgan Freeman. C'est une daube intégrale. Bon. Je vous donne simplement un exemple. Le président des États-Unis, qui est évidemment kidnappé, et quand il parle à ses ravisseurs, il parle en disant « camarade ». Vous voyez le niveau du film. Bon, alors à exclure totalement. Sauf s'il y a une connivence entre la présidence des États-Unis et tous ces terroristes. Non, ça n'a vraiment aucun intérêt, c'est sur des effets spéciaux, c'est nullissime. D'accord. Je suis allé voir Room aussi, pourquoi? Simplement parce que c'est pas tellement le sujet qui est pas inintéressant, c'est parce que... C'est l'histoire du kidnapping, d'une jeune femme, voilà. Et qui est restée 7 ans. Là, en l'occurrence, bon, c'était basé sur les 3 filles qui avaient été... Bon, là, c'est une femme qui est enfermée, basée sur une histoire vraie. Elle est restée 5 ans avec son fils. Donc, ce qu'il y a d'intelligent dans le film, et c'est ça qui aurait pu attirer, c'est qu'effectivement, pendant la première partie, il est là avec sa mère, donc ils sont fusionnels, et elle lui crée pendant 5 ans un univers. Enfin, il a 5 ans, mais elle est obligée de lui créer un univers. Donc, c'est la psychologie de cet enfant qui ne voit que le ciel par le Vélux, il ne sait pas ce que c'est que le monde. Et par les yeux de sa mère. Et par les yeux de sa mère. Donc, il se crée un univers. Ensuite, il s'échappe. Bon, c'est faisable, allez, on s'en fiche. Deuxième partie, il est face au monde réel. Sartre a dit l'enfer, c'est les autres. Oui. Effectivement, il a un problème avec sa mère qui est obligée de partager. Il va chez ses grands-parents. Donc, il y a tous ces problèmes-là. C'est intelligent comme scénario. La réalisation, on s'ennuie un peu et on est un peu sceptique. Oui. Mais alors, j'étais allé le voir parce que Brie Larson a eu l'Oscar. Oui. Elle joue bien, mais des centaines d'actrices peuvent faire ce qu'elle fait. Je ne comprends pas. Ou alors, c'était très faible, le niveau à Hollywood. Donc, j'en déduis qu'ils auraient dû faire plaisir aux Noirs, qui voulaient absolument avoir des... Il fallait donner le prix d'interprétation à une Noire quelconque. Hein? D'ailleurs, puisqu'ils veulent faire des quotas maintenant, d'ailleurs, il y a 12% de Noirs aux États-Unis, il faut donner 12% de médailles. Absolument. Non, mais là, à mon avis, ça devait être très faible, parce que pour qu'on lui ait donné l'Oscar... Donc, je ne peux pas recommander le film, parce que c'est pas mal, mais bon, là... En plus, je suis pas très fan. Ça peut faire fantasmer toutes les mères Mais c'est pas inintéressant, mais on n'adhère pas trop, on rentre pas trop. On rentre pas trop, d'accord. Bon, et un film bon, un film... Alors, il y en a un, mais je voudrais m'étendre un peu là-dessus. Alors, on va donner la parole d'abord à notre ami Maxime. Vous voulez des moissons bonnes ou des moissons mauvaises? Comme Maxime, alors les mauvaises. Dégage, mais très vite. Alors, pour moi, il y a un film qui est très discutable, qui est le film avec Guillaume Gallienne, dont on parle un petit peu, qui s'appelle Éperdument, qui est assez descendu par la presse et à mon avis à juste titre. Dépêchez-vous d'aller le voir parce qu'il ne va pas rester très longtemps en salle. C'est tiré d'une histoire vraie, qui est l'histoire de ce directeur de prison qui tombe amoureux de la détenue, qui n'est autre que l'appât dans l'affaire Ilan Halimi. C'est donc une fille charmante. Affaire de Versailles. Affaire de Versailles. Et évidemment, donc, le directeur de prison est joué par Guillaume Gallienne et la fille en question est jouée par la fameuse Adèle qui jouait dans... le film porno. Nous connaissons tous. Donc elle met en avant ses meilleurs atouts, puisqu'elle est nue la moitié du film. Comme disait Coluche, ma sœur, son meilleur profil, elle est assise dessus. Bon, il y a quelque chose de Coluche. Je croyais qu'il faisait froid dans les prisons, mais... la prison, alors il paraît que c'est plus ou moins réel. Finalement, c'est un endroit assez sympathique. On se maquille, on échange entre copines. Bon, on se bat parfois un peu dans la cour, mais on fait des défilés de mode quand vient la ministre. Enfin bref, quand même, on s'amuse bien. Et... On gagne pas cher, mais on rigole. C'est plutôt sympathique. Bon, moi, mon problème avec ce film, c'est que j'en ai deux. D'abord, on rentre pas dans l'histoire, puisqu'on voit cette fille qui arrive, on voit Guillaume Gallienne, à un moment, ils échangent, et puis tout à coup, ils se mettent à s'écrire des lettres d'amour sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Pour moi, la jeunesse de l'histoire d'amour n'est pas explicitée d'une façon qui fait qu'on a envie d'y croire. Ensuite, Guillaume Gallienne, en directeur de prison, il y a un moment, il se couche à moitié nu avec un t-shirt Superman. Enfin, c'est tellement peu crédible que ça fonctionne pas. Voilà. Mais pourtant, ça a été le cas.
Ça a été le cas, mais enfin, Guillaume Gallienne, c'est comme si vous mettiez Patrick Timsit en plombier polonais, enfin, si vous voulez, ou Catherine Deneuve en femme de ménage. Enfin, le problème de la distribution, du choix des acteurs joue beaucoup dans les films. Ouais. C'est pas possible. D'accord. Et puis, cette Adèle, qu'on nous présente ici comme une fille un petit peu faible, qui se fait avoir par le directeur de prison, qui est quand même... Oui. Un sacré cas et qui dans la vraie vie est loin d'être innocente. C'est une sacrée poupée. Évidemment, hein, elle joue de ses charmes, hein, donc on peut aller la voir ne serait-ce que pour ça. Mais clairement, le film est un peu à charge contre lui et pour moi, seule la fin est sauvable où on voit que lui est désespérément amoureux d'elle et complètement baba devant cette fille qui met sa vie à bas. Hein, il faut le dire, il perd sa femme, il perd sa famille, il perd son boulot, et pour ça, oui. Il perd tout, oui, il a tout perdu, à cause d'elle. Mais dans le film, on a vraiment l'impression que c'est lui le coupable et qu'elle est un pur objet de désir totalement innocent. D'ailleurs, on ne nous précise pas dans le film pourquoi elle est là vraiment. Hein. On nous dit qu'elle a été condamnée. Ouais, on n'en sait pas vraiment plus quand même mensonger. Sur son histoire. C'est mensonger. On prend avec une petite lorgnette à dégager film, éperdument. Voilà. On peut éviter d'aller un autre film que vous surtout que, franchement, on s'emmerde. Il y a un autre film que vous vouliez dégager, c'est Zoopolis. Alors, c'est un chef-d'œuvre. Il faut le dire, c'est un chef-d'œuvre de bien-pensance. Alors Zoopolis, de bien-pensance, un chef-d'œuvre de bien-pensance. C'est un dessin animé de Disney, donc là déjà dessin animé plus Disney, vous voyez la bien-pensance arriver. Et donc c'est évidemment une apologie. Monsieur Disney n'était pas un bien-pensant à l'époque. Oui, non, monsieur, mais de la société telle qu'elle existe. Vous avez un monde qui est donc un monde où les animaux sont vivants et parlent et agissent comme des humains, et chacun vient d'une petite ville. Et c'est l'histoire d'un petit lapin, qui est donc une femelle lapin, qui rêve, qui vit à Bunny City. Évidemment, puisque quand on est à lapin, on vient de Bunny City. Et à Bunny City, elle rêve d'être policière, mais évidemment jamais une proie, parce que les animaux sont en deux parties, les proies et ceux qui les dominants attaquent, et les dominés. Voilà, n'a jamais pu être policière. Donc elle se bat, et comme elle est plus maligne que les autres, elle devient policière. Mais sauf qu'évidemment, en arrivant au commissariat de police dans la grande ville, cette grande ville où tout le monde est libre de faire ce qu'il veut à condition de respecter l'autre et où chacun peut s'affirmer soi-même en dépit de son appartenance profonde, de son appartenance génétique, elle peut devenir une policière. Évidemment, on ne la prend pas au sérieux et on lui donne des PV. Et là, va s'en suivre toute une série de choses. Elle va réussir à résoudre en gros tous les crimes de la ville. Alors, il y a des choses un petit peu humoristiques. Il y a notamment un parrain de la mafia qui est une espèce de tout petit rat minuscule. Bon, c'est assez drôle. Mais dans l'absolu, ça renvoie quand même à des messages subliminaux qui sont même plus du tout subliminaux tellement ils sont affichés. Où vous voyez par exemple le type qui fait l'accueil à la police, qui est donc un tigre, donc plutôt un chasseur, mais totalement efféminé, qui regarde des clips de Shakira sur sa tablette, enfin tout ça est grotesque. Vous avez aussi le moment où le petit policier va s'associer avec un renard, et le renard, bien entendu, est un voleur, puisque c'est un renard. Et évidemment, elle va elle-même avoir des préjugés sur ce renard qu'elle va réussir à dépasser, puisque le renard, pour moi c'est le moment clé du film, va lui expliquer qu'il n'était pas un méchant renard, mais quand il était petit, les autres le traitaient tous de voleur. Et donc c'est la société qui l'a projeté dans son image de renard égale un voleur. Et donc c'est à cause de la société qui lui est lui-même devenu un voleur et un escroc, bien entendu. Mais ce n'était pas dans sa nature. C'est une construction sociale. Voilà. Et donc là, et tout est bourré de choses comme ça, notamment donc ce policier efféminé, quand le lapin arrive, il lui dit tu ne peux pas être un policier, et elle lui dit tu fais un stéréotype, et là il lui fait oh, I commit the stereotype. Donc c'est grotesque. Enfin, il fallait sortir hier, la journée de la femme. La difficulté pour devenir femme police, c'est ça. Bon, bientôt quoi. C'est grotesque, mais c'est un message subliminal dans la tête des enfants où on leur explique que c'est là quand même un voleur de poule. Oui, mais à cause de la société. Un voleur de poule à cause de la société. Mais à la fin, le voleur devient policier. Donc vous voyez, dans cette merveilleuse ville, tout le monde peut se racheter. Et vous avez vu aussi Le Revenant ? Alors j'ai vu aussi Le Revenant, que je classerais plutôt dans les bonnes moissons, même s'il faut bien dire qu'on s'embête un peu le temps du film, parce qu'on aurait pu faire en 1h30 ce qu'on fait en 2h36. Pour moi, le bon côté, c'est qu'il y a de très belles images, un peu saignantes. Bon, soyons clairs, c'est quand même une charcuterie de bout en bout. C'est l'époque qui veut ça aussi. C'est l'époque qui veut ça, c'est saignant, il y a peu de dialogue, il faut dire en même temps que Leonardo DiCaprio, qui est donc le héros du film, se fait
plus ou moins bouffé par un ours au départ. Donc évidemment, quand on a le cou arraché par un ours, en général, on parle peu, surtout quand on est tout seul dans la montagne sous la neige. C'est sûr que ça n'aide pas pour les dialogues. Donc évidemment, vous attendez pas des dialogues de Michel Audiard, qu'il n'y en a pas. Mais c'est difficile de faire des dialogues quand quelqu'un essaie de survivre. Il se parle pas tout seul. Donc comme il rencontre que des Indiens, des choses comme ça, les dialogues n'avaient pas grand intérêt. Exactement. Alors moi, il y a quand même, outre les belles images, 2 ou 3 reproches que je ferai à ce film. Le premier, c'est qu'évidemment, on croit assez peu au scénario, parce que ce type qui se fait bouffer par un ours et qui est laissé pour mort par ses copains, à demi enterré, réussit quand même à s'en sortir, et en 4 jours, alors qu'il a les plaies purulentes, etc., il arrive à marcher tout seul et nager dans la rivière avec juste une canne, et à gagner contre des gens qui, eux, sont à cheval et armés. Déjà, le froid, il fait très froid. Il fait très froid. Moins 10, moins 20 degrés, donc les bactéries, tout ça, elles sont tuées par le froid. Faut pas c'est le froid. Bon, il y a quand même 2 choses qui m'embêtent prodigieusement. La première, c'est un procédé cinématographique que je croyais enterré avec le XXe siècle. Vous savez, qui consiste, quand le héros est perdu tout seul et qu'il a besoin d'un point d'attache, à nous projeter l'image de sa femme, qui évidemment est morte dans d'atroces souffrances quelques années auparavant. Et donc, vous savez, vous avez le héros qui regarde et on voit sa femme qui apparaît au loin et qui lui fait... Comme ça. Déjà, c'est grotesque, on se croirait dans Ghost, bon, mais on n'est plus en 1980. Il paraît que ça arrive. Ou l'image de son fils qui a été assassiné. Il y a aussi le fils assassiné, et puis il y a ce moment... C'est pas sans reproche, ce film, mais c'est un beau film d'aventure. Voilà. C'est un beau film d'aventure. Et puis, il y a le moment où il est allongé dans l'herbe, et là, il y a le corps de sa femme qui flotte au-dessus de lui dans l'herbe. Alors là, on se croirait dans un film presque mormon, c'est affligeant. Et puis quand même, un gros bémol, puisque les gros méchants dans le film sont français, et que c'est à cause d'eux, grosso modo, que tout va mal, puisque ce sont donc des voleurs, des kidnappeurs, des violeurs, voilà, et donc on les reconnaît très facilement, parce qu'on nous dit qu'ils sont français, et en plus, dans le film, ils parlent français. C'était les trappeurs du Canada, et c'est vrai que les premiers trappeurs ont été français, et je pense que quand ils étaient trappeurs et qu'ils cherchaient les fourrures, ça n'était pas d'étendre les gens qui ont fait ces conquêtes-là, donc, bon, les Français, bon, ils ont fait comme les autres, voilà. Ceci étant, c'est vrai que là, dans le film, on peut reprocher des choses, c'est un petit peu long aussi, c'est un film où ça manque un peu de point de vue, c'est un film sur la vengeance, moi je trouve que c'est un... Mais qui n'est pas manichéen. Non, il y a pas. Alors là, on n'est pas dans Dr. Queen, femme médecin, les gentils indiens, les méchants blancs. Il y a des gentils et des méchants partout qui ont des raisons plus ou moins valables, mais qu'on comprend. Psychologiquement, c'est plutôt bien traité. On voit la dureté de ce monde, très isolé, très froid, très pauvre, très dur. Ces hommes qui sont vraiment confrontés à la fois aux éléments et à la solitude. Il y a des scènes qui sont remarquables. Moi, pour moi, la première scène où ils se battent avec les Indiens, une espèce de guet-apens, c'est quand même remarquablement bien fait. La scène aussi avec l'ours, on y croit, tellement les effets spéciaux. La scène avec l'ours est stupéfiante. Il y a une scène aussi où il tombe d'une falaise à cheval, qui est une scène incroyable, où ensuite, il va quand même, faut le dire, éviscérer le cheval pour se cacher dans la peau du cheval. Donc, ça a déjà été fait dans des guerres. Ça a déjà été fait dans des guerres napoléoniennes, ça a été fait en campagne de Russie. Exactement, mais c'est très prenant, très fort, extrêmement bien filmé. Et les paysages sont absolument somptueux. Et d'ailleurs, souvent, le film est entrecoupé de moments où, pendant 30 secondes, voire 1 minute, on a une photographie. On est sur la falaise, et on voit le torrent, et c'est extraordinaire. Les paysages sauvages du Canada sont magnifiques. Bon. Avec vos 2 descriptions, je n'ai toujours pas l'intention d'aller voir Le Revenant. Merci beaucoup. Non, vraiment, rien pour l'image. Alors, j'ai voulu suivre les conseils de Frédéric et je suis allée voir Un jour avec et Un jour sans. Et c'était plutôt Un jour sans. Coréen. Et ça devait être Un jour sans pour moi, parce que j'aime beaucoup les films coréens, les films japonais, les films chinois. Le rythme lent ne m'insupporte absolument pas, j'aime beaucoup. Mais là, j'ai trouvé que c'était... Mais c'est difficile d'accès, ce film. C'était dur. C'est difficile d'accès. C'était dur. J'ai aimé la façon de faire ces 2 parties en disant, voilà, c'est un peu la façon à l'amour courtois, comme je disais. Oui. Alors voilà, comment je drague, on ne sait même pas s'il drague ou pas, comment je fais connaissance. C'est des différences infinitésimales entre la première et la deuxième. Oui, un peu. C'est infinitésimal. Oui, mais un anneau. L'anneau. Oui, mais il y en a plusieurs comme ça, je l'ai ressenti. Il n'a pas la même façon de draguer, entre guillemets, la fille. C'est très asiatique. C'est très, très asiatique. Et voilà. En clair,
Vous vous êtes embêté prodigieusement. J'ai trouvé ça long et... En tout cas, s'il y a un film à voir à l'heure actuelle, c'est Au nom de ma fille. Alors, l'affaire Brombosky. Donc tout le monde a entendu parler. Oui. Alors ça, d'abord, pourquoi le scénario est super bien fait. C'est Julien Rapneau qui a fait le scénario, l'adaptation du livre de cette affaire Bronski, le fameux père de famille dont la fille a été violée par ce docteur allemand. Ça a duré 30 ans. Il a été condamné. Et il a voulu se venger, il a voulu que finalement, il l'a kidnappé, etc. Parce que le père soit condamné. Voilà. Alors, ce film-là est remarquablement fait par Carême, qui avait déjà fait un film avec Toretton sur l'histoire d'Outrou. Donc, on peut dire qu'il est un peu spécialisé là-dedans. C'est très très bien fait. C'est un des plus beaux rôles de Daniel Auteuil. Il est fantastique dans ce film-là. Les deux autres sont bons aussi. Marie-Jo Necros, c'est lui le père. Ça démarre au Maroc. Il est là avec sa petite fille. C'est un cadre. Ensuite, elle connaît ce docteur. Elle fait un petit coup de canif dans le contrat. Il se retrouve ensuite en métropole, si on veut. Et puis lui, il la drague. Bon, elle sort avec lui, etc. Et puis, sa fille meurt d'une façon un peu mystérieuse, mais c'est assez bizarre parce que la personne était là pour l'autopsie, il y a des organes qui disparaissent, enfin bref, il commence à se dire, il se persuade que c'est lui qui a fait ça. Et on s'aperçoit après qu'effectivement, il ne s'était pas trompé parce que la personne a tué d'autres jeunes filles. En fait, il les a pas toutes tuées, mais il leur mettait des piqûres pour, soi-disant, mieux avoir le soleil, etc., pour les habituer. Il faisait des piqûres qu'il mettait dans les vapes et il les violait. Et la personne est condamnée. En France, problème avec les Allemands. Et là, vous avez toutes les magouilles. Quand vous voyez ce film-là, vous dites la justice, parce que tout ça, c'est vrai. Ça s'est passé c'était à l'époque à peu près de Mitterrand, que ce soit la gauche ou la droite, c'est exactement pareil. Lui, c'était une notabilité. Il a été protégé par les Allemands. Il y avait une recherche par Interpol. Ils les ont jamais fait. Le ministère de la Justice refusait. Donc lui, il s'est dit, je vais m'en occuper. Il avait promis sur la tombe de sa vie. Pendant 30 ans, il le fait. On a un Daniel Auteuil remarquable. Les vues du film sont remarquables. C'est le film à voir. C'est vraiment un très beau film. On est pris du début jusqu'à la fin. Sur un sujet effroyable. Sur un sujet qui est quelque chose de véritable, et on ne cache pas aussi ces dysfonctionnements, c'est une façon de parler, ces magouilles de la justice française, etc. Et vraiment, Daniel Auteuil, c'est le rôle qui lui va, parce que ces dernières années, c'est vrai qu'il n'était pas très percutant dans ses films. Et là, vraiment, c'est une réussite. Il fait un bon film tous les 10 ans. Donc, Au nom de ma fille, bon. Quelques mots sur Céline. Au nom de ma fille. Ah oui, Céline. Alors là, c'est très spécial. C'est une histoire vraie, c'est-à-dire qu'il y avait un jeune auteur, écrivain américain. Juif américain qui est allé visiter Céline au Danemark. Parce qu'il voulait en fait faire une interview, à partir de là écrire un livre, et puis se faire un peu connaître. Il était un peu ambitieux. En fait, il était un peu roulé dans la farine par Céline, qui est quelqu'un d'intelligent, indiscutablement. Je pense que pour voir le film, il faut connaître Céline, c'est-à-dire avoir lu un peu sur la vie de Céline, avoir lu ses bouquins, connaître le personnage de Céline, parce qu'à ce moment-là, on peut admettre l'interprétation de Denis Lavant, qui au départ est un peu outrancière. Mais Frédéric, nos téléspectateurs connaissent un peu Céline, même s'ils ne l'ont pas lu, puisque nous avons invité Rémi Hopper qui présente au Théâtre du Nord-Ouest les entretiens avec le professeur Y. Et c'est en quelque sorte un remake, comme on ne dit pas en français, de ces entretiens. Il a fait un... Oui, alors là, si vous voulez, Denis Lavant est extraordinaire, parce que vraiment, moi c'est un acteur que j'adore, il est peu connu, il a fait énormément de films, énormément de pièces de théâtre, il est laid comme un pou, c'est pour ça qu'il n'a jamais réussi à avoir des premiers rôles véritablement, à part Rolling Motors. C'est très bon. Géraldine Pallas est très bonne aussi. Elle est très bonne là-dedans. C'est Lucette. On a le droit au petit chat aussi, du docteur des Touches, Bébert. Il y a tout. Et vraiment, moi qui aime Céline, c'est peut-être pas tout à fait ça, mais l'interprétation de Denis Lavant, c'est très intéressant. Parce qu'on voit cette personne-là qui en même temps... est intelligente, manipulatrice, qui est d'un certain côté un peu un salopard, et à un moment, il laisse montrer son antisémitisme en imitant devant Lucette et devant lui sur une danse. Et comme c'est un très bon danseur, il danse un peu à la juive, et en se courbant, etc. Alors l'autre rit, puis comme il est juif, ensuite il rit plus du tout, parce qu'il se rend compte qu'il y a la méchanceté un peu de Céline vis-à-vis des sémites. Et en même temps, donc c'est tout ce caractère ambivalent, parce que c'était en même temps le médecin des pauvres, c'était quelqu'un qui était généreux, c'est une personnalité très intéressante. Et ce film-là est
À voir, à mon avis. Pour ceux qui aiment Céline, qui connaissent un peu, allez voir ce film. Très bien. Un dernier mot, Les Innocentes, puisque vous l'avez vu. Pour moi, c'est un film à voir. C'est un beau film. Oui. C'est un beau film. Alors, un peu lent, quand même. C'est un peu lent, mais c'est un film qui, d'abord pour moi, nous plonge dans une époque souvent peu connue ou méprisée, et qui est pourtant très intéressante et qui peut faire écho à ce qu'on peut vivre aujourd'hui dans certaines parties du monde. Bien sûr. Et qui doit nous interroger aussi sur un certain nombre de régimes totalitaires, et puis sur la grande détresse de ces femmes qui sont livrées à elles-mêmes et qui vont prendre des décisions qui ne sont pas forcément les bonnes, mais qui essayent de trouver quelque chose dans un univers social extrêmement contraint où elles n'ont pas forcément 36 solutions. Oui, mais c'est sur le viol de femmes en temps de guerre qui à mon avis, perdurera toujours, parce que quand les gens sont en guerre, ils deviennent fous, ils sont plus eux-mêmes, ce sont des bêtes. Quand vous prenez des obus, quand vous prenez des obus toute la journée, ensuite vous avez besoin de manger, vous avez besoin, vous voyez ce que je veux dire. Bon, donc ça n'empêchera pas. La seule chose, non, mais la seule chose. Excusez-moi, je vois pas. Non, mais je veux dire, on peut le comprendre. La seule chose dans le film qui est intéressante, c'est que ce sont des religieuses, donc se pose tout le problème de se dire qu'est-ce qu'on fait d'un bébé. C'est pas la même chose qu'un civil. C'est très beau cette réflexion sur la maternité, puisque ces femmes ont renoncé à leur maternité. C'est ça le sujet. Et c'est toute la réaction de ces femmes à l'égard de ces bébés qui arrivent. Et puis je trouve aussi que c'est, je l'ai déjà dit, le symbole du viol de la Pologne catholique par les armées soviétiques. Et ça, à mon avis, c'est un sujet que ne voulait pas forcément aborder Anne Fontaine, mais je l'ai rencontrée, je lui en ai parlé, et elle a été étonnée, mais en fait le vrai sujet il est là, elle a été débordée par son sujet. Autre film, rappelons, chers auditeurs, téléspectateurs, Au nom de ma fille, Céline, et plus ancien, Les délices de Tokyo, Les Innocentes, et ce magnifique film Les femmes au Moyen-Âge, qui est vraiment une pure merveille de finesse, de spiritualité, d'intelligence et de vérité historique. Nous sommes au lendemain de la journée des femmes. Eh bien, au Moyen-Âge, non, les femmes n'étaient pas maltraitées. Les droits de la femme. C'est la journée des droits de la femme. Mais on ne peut plus voir le film. Parce que les femmes ont un droit spécifique. Voilà. Elles ne sont pas dans les droits de l'homme. Alors, si vous voulez voir ce film, eh bien, vous devez aller dans chacune de vos villes et demander aux salles de cinéma qui sont encore indépendante, de demander à voir ce film. Et c'est ainsi que vous obtiendrez satisfaction, puisque il a disparu bien trop vite des écrans, ce qui est un peu triste. Mais il passera sûrement en DVD un jour et nous en reparlerons. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Anne. De rien, merci Anne. Je rappelle aussi Brooklyn, que vous nous aviez bien célébré la dernière fois. Mais je vous dis, celui dont je vous ai parlé, Au nom de ma fille, là, c'est vraiment une vérité qu'il faut voir au cinéma. Il faut voir aussi. Ouais. Très bien. Merci beaucoup à tous les deux, amis de TV Liberté. À très vite pour une autre séquence de Perles de Culture. Chers amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique « Je lis donc je suis », nous allons vous proposer une œuvre magnifique, celle de Louis Bertrand, avec l'aide de son arrière-petit-cousin, Maître Daniel Ek. Merci d'être venu. C'est un plaisir, madame. Vous, très patiemment, avec beaucoup d'intelligence et d'assiduité, vous ressuscitez cette œuvre d'un écrivain qui est mort en 1941, né en 1866. Donc c'est vraiment un écrivain d'un autre temps. Et pourtant, vous allez voir, chers amis de TV Liberté, combien cette œuvre est actuelle et combien cette œuvre résonne aujourd'hui. Pouvez-vous nous évoquer à rapide trait de crayon cette vie, ces diplômes? Il est agrégé, normalien. Oui, il est agrégé, il est normalien. Et il va vivre de sa plume. Oui, il va vivre de sa plume une fois que ses premiers romans vont connaître
connaître le succès. Et il les écrit à l'occasion de son séjour en Algérie, où il est nommé comme professeur en 1891. Et là, il se découvre un talent donc de romancier, et il lance 2 romans qui mettent en scène pour la première fois d'ailleurs les nouveaux arrivants en Algérie, c'est-à-dire toutes ces populations qui viennent des bords de la Méditerranée, peupler l'Algérie que la France vient de conquérir. Alors, extraordinaire fait, il arrive en Algérie et en fait, Flaubert l'a déjà préparé à ce voyage, puisque Flaubert a écrit Salammbô et que notre Louis Bertrand est un admirateur de Salammbô. Oui. Alors il est un admirateur fou de Salammbô parce que dans son adolescence il lit Salammbô et alors il est emballé par ce livre, et il est également attiré vers la Méditerranée et vers l'Afrique du Nord. Et il le dit d'ailleurs, Bertrand, il le dit, c'est Salammbô qui m'a emmené en Afrique du Nord. Et il dit, Salammbô était mon premier amour de jeunesse. Voilà. Alors, il découvre en Algérie ce que l'on a tendance à oublier, ce que certains ne veulent pas voir, c'est que les pays du nord de l'Afrique sont toute la civilisation latine et chrétienne. Mais bien sûr, c'est ce qu'on oublie. Comment découvre-t-il ça? Il le découvre d'une manière très simple, c'est-à-dire qu'il est célibataire, il est assez beau garçon, bon, il a une vie assez dissolue, alors ce qui évidemment ne plaît pas à l'administration, n'est-ce pas, d'instruction publique. Oui, à cette époque-là, on ne rigole pas avec ces choses-là. Parce qu'ils avaient des cols durs et des chapeaux de forme. Alors lui, au contraire, il se mélange avec le petit peuple algérois, où se mélangent toutes les races. Enfin, il a fait même un livre qui s'appelle Les Nuits d'Alger, et à cette occasion, il rencontre les transporteurs qui vont ravitailler les villages et les postes éloignés du sud algérien, qu'on appelle les rouliers. Alors ils avaient 12 mules, et sur des lourds charrois, ils allaient donc ravitailler le sud algérien. Alors il va avec eux. Alors vous imaginez un agrégé, n'est-ce pas, sur les toits c'est un agrégé atypique. Ah, tout à fait. Il y en a qui ne quittent pas leur bureau et leur bibliothèque, ce n'est pas le cas de Louis Bertrand. C'est justement pas son cas. Et alors là, qu'est-ce qu'il découvre? Premièrement, il va découvrir les superbes ruines que laissait l'Empire romain en Afrique du Nord, car avec la Libye, l'Algérie est le pays qui comporte le plus de ruines romaines. Il y a des Timgad fantastiques, j'ai eu l'occasion de le voir autrefois, enfin c'est tout à fait extraordinaire. Et en second lieu, il constate qu'avec l'Empire romain, était également la religion chrétienne. Parce que l'Afrique du Nord était sans doute une des provinces, peut-être la plus riche, la plus prospère de l'Empire romain, et avec l'arrivée du christianisme, le christianisme d'Afrique du Nord va être une église les plus rayonnantes de la chrétienté. La preuve, c'est qu'on aura Saint-Augustin. Voilà. Qui est un géant de la pensée universelle. Et ça va être ce livre extraordinaire de cette biographie de Saint-Augustin, qui est un livre magnifique. C'est le premier de ces grands livres, puisque après, il y aura, quand il s'intéressera à la civilisation espagnole, la vie de Sainte Thérèse d'Avila. Mais n'en parlons pas tout de suite. Alors, il célèbre cette civilisation romaine et chrétienne. Par contre, il est assez sévère avec la civilisation musulmane, dit-il, qui n'a apporté que misère, anarchie et barbarie. Oui, c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Il est très sévère. Oui, parce que les romanciers, enfin les écrivains français qui vont en Algérie, qu'est-ce qu'ils voient? Ils ne voient uniquement qu'un orientalisme un peu de pacotille, où il y a, c'est un Orient avec le burnous, le couscous, le palmier, la mouquère, le bain turc, etc. Et lui, il se rend compte que
Évidemment, c'est un peuple sommeillant à l'époque, il faut bien le comprendre. Et puis, il y a une différence de civilisation considérable entre les Européens et les indigènes, qu'on appelait les indigènes autrefois, ce qui est interdit aujourd'hui, on dit les autochtones. Mais enfin, avec les populations qui étaient là, il y avait une différence énorme, évidemment. Bien sûr. Évidemment. Alors, vous dites qu'il est le fondateur de l'algérianisme. Oui, oui, parce que, encore une fois, les littérateurs qui étaient venus, comme je venais de le dire, en Algérie, ne s'étaient intéressés qu'à un orientalisme comment dirais-je, folklorique. De bazar. Oui, oui. Alors, tandis que lui, il met en scène les ancêtres des futurs pieds noirs. Oui. Voilà, c'est son apport. Grâce comment dirais-je, à la familiarité qu'il a avec donc cette population, et pour lui, il voit dans l'énergie des nouveaux colons quelque chose de très important, car pour lui, l'Algérie est en somme le Far West de la France. Oui. C'est-à-dire que quand il voit dans l'administration, et notamment dans l'instruction publique, le conformisme, la crainte, le manque d'imagination, il voit là des gens qui sont pleins d'énergie. Et il dit, ce sont les colonies qui sauveront la France. Il a un peu raison. Il est mort trop tôt. Mais s'il avait pu voir, il est mort donc en 41, il est mort le 6 décembre 1941, la veille de Pearl Harbor. Mais s'il avait vécu plus longtemps, il aurait vu l'armée d'Afrique, oui, réorganisée par le général Weygand sur les ordres du maréchal Pétain, recréer donc l'armée d'Afrique, laquelle va pouvoir, aux côtés des Alliés, après le 8 novembre 1942 et leur débarquement en Afrique du Nord, participer à la campagne de Tunisie et s'illustrer à la campagne d'Italie. Qui est-ce qui aurait dit aux Français qu'en juin 1944, les régiments français défilaient à Rome devant le Capitole? Alors, il fait comme Chateaubriand, oui, son pèlerinage autour de la Méditerranée, et il fait très important, il retrouve la foi, une nuit de Noël à Bethléem. C'est juste. C'est juste parce qu'il faut voir que Bertrand a quitté l'enseignement, il est très content de le quitter. L'enseignement ne l'aimait pas beaucoup. On lui a refusé l'agrégation. Oui, il appelait le jury et les inspecteurs et tout ça, il les appelait des pètes de loup. Oui, tout à fait, mais vous ne pouvez pas les voir. Cette école crée les futurs larbins administratifs qui vont épouser des filles de professeurs. Bon. Et alors, donc, ils ne les aiment pas, et eux non plus, comme ça tout le monde est content. Et comme Bertrand peut vivre de sa plume, après les 2 romans africains qu'il a faits, qui ont très bien marché, il est, comment dirais-je, il entre à la revue des 2 mondes, et là, il est envoyé donc faire un périple autour de la Méditerranée. Et ce que lui avait révélé son séjour en Algérie, à savoir, et c'est ça qui est le fait le plus important chez Bertrand, c'est l'influence déterminante des religions sur les civilisations. Ouais. On l'avait oublié dans notre pays laïque, n'est-ce pas? Mais ce sont les musulmans qui nous le rappellent. Et en pleine période de laïcité, il ne faut pas oublier, nous sommes en pleine poussée laïciste. Oui, mais attendez, la laïcité telle qu'elle est comprise en France n'est pas la laïcité exacte, puisque c'est le Christ qui l'a instauré, la laïcité véritable. Non, c'est la laïcité, élimination du catholicisme. C'est exactement ça, c'est l'athéisme d'État. C'est l'athéisme d'État. Oui. Donc, bon, alors Bertrand se rend compte de l'influence déterminante des civilisations, des religions sur les civilisations, et par voie de grâce à l'islam, face à l'islam. Et en second lieu, le caractère incompatible des 2 religions, et donc du coup, des 2 civilisations. Et on le voit aujourd'hui, malheureusement. Alors, cette impression, cette affirmation va être évidemment confirmée par cette 2e biographie extraordinaire qui est celle de Sainte Thérèse d'Avila, puisque cette biographie montre une Espagnole, une aristocrate espagnole, petite aristocratie, mais tout de même une aristocrate espagnole, qui va décider
tout au long de sa vie religieuse, qui va être exceptionnelle, puisqu'elle aura puisqu'elle sera bénéficiaire de visions, d'extase, et qu'elle va être décrétée sainte, ce qui n'est pas rien. Et docteur de l'Église. Et cette sainte Thérèse d'Avila elle vit à l'époque du siècle d'or. Elle vit à l'époque du siècle d'or. Et que se passe-t-il au siècle d'or ? Eh bien, c'est la victoire sur l'islam. C'est-à-dire que d'une part, les musulmans sont expulsés d'Espagne, donc vous le savez, en 1492. Et ensuite, il y a la bataille de Lépante, donc qui calme un peu les ardeurs des Mahométans. Et l'Espagne est marquée d'une manière indélébile de son contact avec l'islam et des combats qu'elle a menés contre l'islam. Et alors un deuxième fait arrive, c'est donc dans l'Empire espagnol, il y a au nord de l'Europe l'arrivée du protestantisme, contre lequel donc les Espagnols vont lutter. Et le troisième point, c'est la conquête de l'Amérique. C'est la conquête de l'Amérique. Et d'ailleurs, si Sainte Thérèse, s'il y a tant de jeunes filles dans les couvents, c'est que les jeunes gens sont partis en Amérique. Oui. Les frères de Sainte Thérèse sont tous partis. Certains y mourront d'ailleurs. Oui. C'est exact. Alors l'idée de Sainte Thérèse, c'est une modeste femme, elle est dans son couvent. Modeste, je ne suis pas si sûr que ça. Elle est pleine d'humilité. Elle sait qu'elle est dans son couvent. Ouais. Et donc, que va-t-elle faire ? Créer une élite de soldates, en quelque sorte. De soldates pour l'avènement de notre Seigneur sur la terre. C'est sûr. C'est quand même une idée étonnante. Ah oui, c'est une sorte de ligne de résistance. Elle trouve que son couvent est un peu trop décontracté, qu'on en sort, qu'on y rentre, donc elle veut réformer, elle va réformer ses Carmels, mais ce que je trouve étonnant, c'est cette idée de création d'une élite pour lutter, donc pour réarmer le pays contre l'islam et contre ce protestantisme. Et alors là, là, on va s'attarder un petit peu sur ce qu'elle dit, ce que sur Louis Bertrand dit, parce que c'est d'une actualité extraordinaire. Louis Bertrand est un homme infiniment cultivé, un esthète. Il est très admiratif du génie pictural des Espagnols. Ah oui, ça ne fait pas de doute. Mais il ne se contente pas d'admirer, il nous explique pourquoi ce génie pictural est important. Pouvez-vous nous expliquer en quoi ces Christ si réalistes, et notamment le Christ à la colonne, qui fait tant pleurer Sainte Thérèse d'Avila, est important? Bien sûr. Alors, précisément, toute personne qui a voyagé en Espagne, qui a visité des églises, connaît toutes ces statues, ces peintures, etc., toutes très émouvantes et très marquées, enfin. Et alors, très réalistes. Très réalistes aussi. On le trouve en Amérique latine aussi, bien entendu, partout, dans tout le monde qui est influencé par l'Espagne. Et ce qui va frapper Sainte Thérèse, c'est une statue de Notre Seigneur Jésus-Christ qui est à la colonne, Notre Seigneur à la flagellation. Et elle se dit, mais enfin, on ne peut pas laisser, n'est-ce pas, Notre Seigneur comme cela, il a tant souffert pour nous. Et de là, Louis Bertrand on déduit toute une théorie sur l'art. Oui, c'est ça, qui est très important pour susciter la foi et rappeler donc le souvenir du sacrifice. C'est un art pédagogique. Tout à fait. Ouais, c'est un art missionnaire. Parfaitement. D'ailleurs, ça a été reconnu d'ailleurs par, comment dirais-je, dans les livres qui ont été faits à ce sujet. Alors, Sainte Thérèse, il faut bien comprendre que Sainte Thérèse, finalement, elle a une vocation un peu tardive, si on peut dire. Elle entre au couvent, soit, mais les couvents de l'époque, c'est un peu des institutions pour jeunes filles. Oui, hein, oui. C'est pourquoi on y entre. Elle a peu de goût pour le mariage. Ben non, elle n'a pas du tout envie de se marier. Non, on la comprend des fois. Enfin bref. Et alors, elle entre au couvent dans ces sortes d'institutions, si l'on peut dire. Et là, elle a une vie un peu, parce qu'en réalité, elle est belle, elle est intelligente, elle sait séduire.
Et par conséquent, ce qu'elle veut faire, c'est mélanger, si vous voulez, l'État religieux et l'État laïque, ce qui n'est pas possible, évidemment. Non. Et puis, il y a cette intervention divine qui va là. Mais ce qui est étonnant, c'est... Mais qui est tardive, quand même. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est la perception de Louis Bertrand de cette âme féminine. C'est ça qui est inouï. Parce que, bon, des livres sur Sainte Thérèse, il y en a énormément. Mais lui approche cette âme féminine avec une délicatesse. Bon, nous n'avons pas dit encore, chers amis de TV Liberté, combien cette œuvre était bien écrite. C'est évidemment... Ah oui, c'est un bonheur, vraiment. Le premier point, mais c'est tellement évident. Mais cette œuvre est écrite vraiment d'une plume magnifique. Mais ce qui est étonnant, c'est le combat que mène Louis Bertrand contre tous ceux qui ridiculisent Sainte Thérèse en disant que... Oui, car Bertrand veut montrer avant tout que Sainte Thérèse est la messagère du surnaturel. Absolument. Car dans notre monde, il n'y a pas que des choses matérielles, il y a des choses spirituelles que la science ne peut pas appréhender, car c'est d'un autre domaine. Alors il montre dans le livre d'une manière, à mon avis, définitive, parce qu'on va dire, oui, Sainte Thérèse était une hystérique, etc., sexuelle, machin. Oui. Et en manque, bien évidemment, en manque. Oui, mais enfin, quand elle arrive à commencer le chemin de la sainteté, elle a près de 40 ans, alors bon... Bien, et alors, ce qu'il montre, donc, la messagère du surnaturel, et les méthodes scientifiques ne peuvent pas en rendre compte, parce que ce n'est pas du même, ce n'est pas dans le même monde. C'est pas le même ordre. Voilà, c'est pas du même ordre. Et Sainte Thérèse, elle... comme je dis, c'est une vocation un peu tardive. Elle va très très progressivement, et avec quelle difficulté, progresser dans la voie de la sainteté. Comment elle va s'y prendre? Eh bien, par l'oraison. C'est l'oraison qui va l'amener à la sainteté. Et vous vous rendez compte combien l'oraison est difficile? Elle disait à ses filles, tâchez de dire un Ave Maria sans être distraite une seule fois. Oui, c'est... Alors, on n'a pas terminé notre démonstration, mais pour ce qui est de l'art, Louis Bertrand dit, l'art figuratif est nécessaire pour faire l'art, notamment religieux, pour faire passer un message. Bien entendu. Or, nous sommes en pleine époque protestante. Bien sûr. Et les protestants, on le sait, sont iconoclastes, hostiles à la représentation, alors que Louis Bertrand rappelle que l'art figuratif rappelle l'incarnation du Christ. Et Bertrand, d'ailleurs, le dit, je me permets de citer ce passage, donc, extrait de Sainte Thérèse, il parle des représentations du Christ, des Christ que l'on voit partout. Et il dit, multitude innombrable, les crucifix espagnols sont peut-être le plus grand acte de foi, le cri le plus éperdu d'amour que l'humanité ait jamais poussé. Dans tous les pays du monde, depuis que le Christ est mort, on en a fait par millions et par milliards. Il y en a pour le moins autant que de vivants. Chaque vivant a le sien qui lui atteste sa rédemption. Si demain, c'était le jour du jugement, tous les crucifix épars dans l'univers pourraient se lever et témoigner contre l'humanité incroyante, en prouvant que les affirmations et les rappels du rachat et du sang versé lui ont été prodigués, renouvelés sans cesse et à profusion. En vérité, il y a dans le monde de quoi faire des forêts avec l'arbre de la croix, de quoi ceindre toute la planète du nord au midi et du levant au couchant. Et merci d'avoir lu ce texte, Monsieur Eck. On voit là ce que c'est qu'un écrivain. C'est une plume, une force et des images. Cette image de cette forêt de croix qui marche, c'est remarquable. C'est absolument magnifique. Alors, il meurt en 1941 et... Pardon. Il disparaît des écrans à la Libération, complètement, parce qu'il a participé à un voyage à Nuremberg. Il est allé à Nuremberg en 1935 avec quelques autres écrivains, parce qu'il avait envie de se rendre compte de ce qui se passait. Il revient exactement comme Brasillac et il écrit son senteur chez Hitler. Et après sa mort, les Allemands à Paris vont vouloir
vouloir utiliser ce texte pour leur propagande. Alors que le texte est extrêmement réservé. Mais oui, tout à fait. Bien sûr, il admire ces manifestations qui sont somptueuses. Oui, mais ça l'inquiète beaucoup, il dit c'est de la religion. Mais ça l'inquiète beaucoup. Et en 1945, les épurateurs l'éliminent parce que tout simplement le message de Louis Bertrand était absolument incompatible avec celui de la France libérée. Oui, bien sûr. Éliminer tout ce avec l'hégémonie, ceux qui détenaient l'hégémonie intellectuelle. Mais c'est normal, on en profite, vous comprenez, pour le faire passer à la trappe. Voilà. Parce qu'en un mot comme en mille, Bertrand, c'est le vieux réac, si vous voulez. C'est surtout un homme qui a raison encore. Mais oui, bien sûr. Il a raison. 70 ans après. C'est quand même inouï. Mais écoutez, dans Bertrand, ce que je trouvais... Enfin, si je me bats pour cette œuvre, oui, pour son œuvre et le faire revenir sur le devant de la scène, ce n'est pas du tout par un quelconque chauvinisme familial, puisque, comme vous le savez, je suis son arrière petit cousin. Mais c'est parce que, en lisant, j'ai dit, mais non d'une pipe, mais ce qu'il dit, c'est d'une actualité brûlante. Alors, on a cette actualité brûlante et en plus, un style parfait. Un style parfait. Vraiment, c'est un auteur tout à fait remarquable. Une fontaine d'informations, d'intelligence, et on apprend mille et une choses. Voilà, on vous a presque tout dit sur Louis Bertrand. Remercions Via Romana, qui fait ce travail d'édition. Un éditeur très courageux. Chaque année. Donc remercions beaucoup Via Romana. Allez voir le catalogue de Via Romana, chers amis de TV Liberté. Il y a aussi, vous avez publié Regard sur la vie et l'œuvre de Louis Bertrand de l'Académie française. Les actes de la journée d'études, là aussi on apprend beaucoup de choses sur cette époque-là et sur la vie de Louis Bertrand. Merci beaucoup, Maître Eck, de nous avoir rappelé l'importance et l'intelligence de Louis Bertrand. C'est moi qui vous remercie, madame. Amis de TV Liberté, à très vite pour une autre émission de Perles de Culture. Amis de TV Liberté, bonjour. Nous traitons ce matin pour cette rubrique L'art en beauté un très très beau monument qui est à Nantes, le tombeau des ducs de Bretagne. Nous avons demandé au plus beau des guides, un meilleur des guides, qui est Sophie de Gourcy. Bonjour madame. Vous êtes historienne de l'art, conférencière, et vous avez fait un petit livre extraordinaire sur ce tombeau des ducs de Bretagne, autour duquel vous avez dû tourner des centaines de fois, que vous avez photographié sous toutes les coutures. Alors, ce tombeau des ducs de Bretagne, où est-il exactement dans Nantes et par qui a-t-il été érigé ? Alors, ce tombeau des ducs de Bretagne, maintenant, nous pouvons le voir dans la cathédrale, mais ce n'était pas sa destination d'origine. À l'origine, la duchesse Anne de Bretagne, en le commandant, voulait qu'il soit monté dans l'église des Carmes, qui était le lieu où il y avait les sépultures des ducs. Donc, ce tombeau y est resté à peu près jusqu'à la Révolution. Il a été démonté, puis en 1817, il prend place dans la cathédrale. Donc là, on peut le voir effectivement dans toute sa beauté. Alors, c'est une œuvre monumentale, c'est une œuvre avec infiniment de personnages. Vous disiez 40 ? Il y a en fait 40 personnages réunis sur 8 mètres carrés à peu près, des gisants, des vertus, les apôtres et même des anges. Et alors, pourquoi est-ce que vous avez choisi d'étudier, comment ce monument vous a parlé ? Alors en fait, en tant que Nantaise, je tournais très souvent autour de ce monument.
je le trouvais beau, et plus je le trouvais beau, plus je trouvais du sens. Et je me suis dit qu'il fallait en trouver la signification et essayer de retrouver la clé. Et je me suis demandé si Anne de Bretagne avait eu des intentions autres que esthétiques ou bien que religieuses, c'est-à-dire elle voulait un tombeau pour honorer ses parents, mais est-ce qu'elle voulait y mettre aussi une intention? Donc c'est ce que je me suis demandé, et il a fallu pour cela se référer un petit peu au mode de pensée médiéval. Et à ce moment-là, tout s'est enclenché. Comment est ce mode de pensée médiéval? Il est très particulier. Oui, en fait, c'est un mode de pensée qui est extrêmement riche et qui va superposer plusieurs niveaux de sens. Donc, quand on regarde ce tombeau, quand on en fait le tour doucement, petit à petit, les sens vont s'enchaîner et ils ne viendront pas tout de suite, ils viennent un par un. Quand on a trouvé une clé, on va trouver finalement les clés qui vont suivre. Et donc, l'homme du Moyen-Âge aime penser en superposant ces niveaux. Il va y voir un niveau politique, un niveau religieux, et puis bien sûr une intention esthétique. Donc, il fallait relier ces trois niveaux. Alors, il fonctionne aussi par analogie. C'est un sujet en appelle un autre, ou un objet appelle une idée. Exactement. Donc quand on a trouvé une de ces clés, on se rend compte que c'est la lecture qui va s'enchaîner et nous conduire à comprendre par exemple les vertus, pourquoi elles ont été représentées avec autant de symboles et pourquoi ont-elles plus de symboles que les vertus ordinaires que l'on représente dans des livres ou dans les gravures de l'époque. Donc ici, eh bien, je me suis dit que Anne de Bretagne avait certainement une intention puisqu'elle enrichissait de nombreuses images. Elle prenait ce qui était usuel de faire et elle y ajoutait des enrichissements. Donc ces enrichissements avaient certainement une intention, donc il fallait chercher en regardant le contexte actuel. Elle veut enseigner en fait, ce sont des livres. Oui, voilà, ce sont des livres comme les fresques dans les églises. Ou comme un portail de cathédrale. Comme un portail de On a l'impression que ce tombeau est une série de livres qui seraient ordonnés, rangés, avec des intentions, une sorte de bibliothèque que l'on ouvrirait. Et Anne de Bretagne, il ne faut pas l'oublier, pour sainte patronne, Sainte Anne, oui. Et Sainte Anne aime enseigner. Oui. Donc on a l'impression qu'Anne de Bretagne veut reprendre exactement le mode de sa sainte patronne, oui. Et qu'elle veut en être digne. Oui. Donc elle veut enseigner. Elle veut enseigner. Alors, s'il vous plaît, présentez-nous cette fantastique cohorte de 40 personnes oui. Autour de ces deux gisants, donc, qui sont les parents d'Anne. Alors, Anne de Bretagne a décidé de commander ce superbe tombeau aux plus grands artistes de son temps, oui. Parce que Anne de Bretagne est un mécène averti, oui. Et elle va se tourner vers Michel Colomb, qui est un très grand sculpteur, qui est déjà très âgé. Il a près de 80 ans lorsqu'il réalise ce tombeau, donc il va se faire aider par un atelier brillant et par son neveu, Guillaume Regnault. Et puis elle va demander à Jean Péréal, qui est le plus grand portraitiste de son temps, de venir et de faire le dessin de ce tombeau, donc le projet initial. Et on suit un petit peu cette commande parce que Jean Péréal a laissé des lettres et il indique donc les différentes étapes et il se vante de son travail. Donc il est très fier de ce résultat. Et donc Anne de Bretagne, dans un premier temps, veut honorer ses parents. Et c'est un devoir finalement de réaliser cette superbe commande. Ses parents, ce sont les ducs de Bretagne, c'est François II et c'est Marguerite de Foix. Donc ici, eh bien, c'est un hommage d'abord filial qu'elle veut rendre à ces ducs et duchesses de Bretagne. Et donc elle va se demander quel modèle regarder et ensuite avoir le désir de l'amplifier, faire quelque chose peut-être qui n'a jamais été réalisé. Alors l'époque, il faut s'en rappeler, c'est le temps de la reconquête italienne. Alors l'art italien a beaucoup d'importance et elle va se tourner ses regards vers l'art italien. Oui, vous montrez même l'importance de l'Antiquité. Oui, exactement. De l'Antiquité, les textes de Sénèque. Ce que l'on peut voir surtout, c'est la connaissance visuelle d'Anne de Bretagne. Elle va prendre de nombreux détails qu'elle voit commencer à apparaître dans les arts, par exemple les pilastres qui sont ornés, ou bien le mouvement des apôtres dans des niches. Ici, eh bien, on sent que Anne de Bretagne veut montrer, ou les artistes qu'elle va employer, qu'ils sont au fait de l'actualité artistique. Et ils vont se laisser séduire par tous ces artistes, toutes ces œuvres qui commencent à véhiculer la connaissance de l'art italien. Donc cela fait des artistes finalement humanistes, qui se tournent
tourne vers ce qu'il y a de plus moderne, donc il se tourne vers l'Italie. Et ce tombeau va en être marqué. Mais en même temps, il garde la nostalgie de ces années 1500, donc nous sommes à une période charnière où l'on a encore la délicatesse du rendu de l'âge gothique de ces années 1500 et puis évidemment cet ajout moderne, l'Italie. Alors, premier personnage fantastique, ce sont les anges qui soulèvent les oreillers sur lesquels reposent les têtes donc des parents d'Anne. Donc pour décrire un peu sommairement ce tombeau, sur la plaque supérieure, vous avez les gisants, qui sont les parents d'Anne de Bretagne, et bien sûr, ils sont présentés par des anges, parce qu'il était normal, puisqu'ici, ils sont présumés élus, que leurs âmes soient accompagnées au paradis par des anges, qui sont là uniquement comme conducteurs des âmes. Et on peut remarquer qu'il y a 3 anges et 2 personnages, donc ici, pour une belle harmonie de ce tombeau, pour qu'il n'y ait pas de vide entre 2 anges, Michel Colomb en a mis un 3e, et puis aussi, peut-être pour simplement se rappeler qu'à l'intérieur de ce tombeau, il y avait en fait 3 dépouilles. Oui. Il y avait Marguerite de Bretagne, qui est la première épouse de François II, ensuite Marguerite de Foix, puis François II. Et à l'intérieur de ce tombeau, pour le rendre encore plus sacré, Anne de Bretagne va y offrir son cœur. Donc c'était le temps de la dispersion du corps au moment de la mort, et Anne de Bretagne offre son cœur. Donc finalement, 3 anges pour 3 âmes qui sont en attente à l'intérieur de ce tombeau et qui espèrent la résurrection. Mais c'est vrai que vous avez raison de noter ces 3 anges parce qu'ils ont un rôle particulier. Ils portent les coussins, c'est inouï. C'est très rare de voir des... Donc c'est très rare, effectivement. On les voit danser, on les voit... Mais là, dans cette action de soulever des coussins comme des infirmières qui voudraient soulager la peine d'un malade, c'est d'une beauté. C'est très beau et en même temps c'est extrêmement doux parce que l'on voit la douceur du regard de ces anges. Les anges, enfin, tous les personnages ont des visages extraordinaires. Les visages sont extrêmement raffinés. C'était des grands sculpteurs. Exactement. Et donc en fait ici, ce que les anges veulent d'abord nous montrer, et c'est certainement aussi l'intention d'Anne de Bretagne, c'est que le tombeau n'est pas un lieu triste, c'est au contraire un lieu plein d'espérance, puisque ces anges sont en train de soulever les oreillers pour montrer que les ducs attendent cette résurrection et qu'ils sont finalement élus, ils vont se relever dans l'âge donc glorieux qui sera l'âge de leur résurrection. Donc on peut remarquer que le duc qui est mort à l'âge de 55 ans, en fait en réalité n'emporte qu'une trentaine, donc c'est dans une jeunesse idéale que ces anges bien trouvent ces gisants et ils vont les conduire au paradis. Vous citez un proverbe médiéval que j'ai trouvé très beau et que je vous livre, chers téléspectateurs. Il n'est trésor que liesse. Alors là, ce n'était pas vraiment un proverbe, c'était la devise de François II. Carrément. Et on l'a comprise finalement comme une façon de montrer que sa vie n'était faite que de plaisir. Mais en réalité, vous avez raison, il faut le lire aussi avec cet l'esprit chrétien. Dans l'esprit chrétien. Oui. Et l'esprit chrétien est tourné vers l'espérance, donc vers la joie. Et ce tombeau révèle justement beaucoup de joie par la beauté. Et c'est cette beauté qui est fascinante et qui va justement nous montrer cette joie du tombeau. Alors, les apôtres, 12 apôtres tout autour de... Alors après cette partie supérieure où nous voyons sur le socle, sur le socle, tout autour de la cuve du tombeau, il y a 12 apôtres qui sont répartis sur les 2 faces longues et sur les faces courtes. Au contraire, il y a donc les saints patrons de la dynastie. Donc au pied des ducs, nous allons trouver Sainte Marguerite, patronne de Marguerite de Foix, et sous le duc François II, eh bien, nous avons Saint François d'Assise. Et puis à la tête, il va y avoir les saints patrons de la dynastie ou bien des saints patrons de la royauté. Donc les exemples finalement qui leur sont donnés. Des exemples prestigieux, parce que l'on va retrouver Saint-Louis, roi de France, et probablement Charlemagne. Tout indique qu'il serait question de Charlemagne, alors que le personnage était resté finalement inidentifié. Voilà. Alors, pour édifier encore plus, sont convoqués aux 4 coins des vertus.
Alors ici, justement, le modèle est probablement italien. Où a-t-on vu des vertus monumentales flanquer un tombeau? Eh bien, dans l'art italien, dans l'art napolitain. Et il faut se rappeler ce que je disais tout à l'heure. Donc, les rois, Charles VIII, puis Louis XII, vont s'engager dans l'entreprise italienne. Donc, l'un désire reconquérir l'héritage napolitain et Louis XII, lui, voudra reconquérir l'héritage milanais. Donc, ils partent avec de nombreuses troupes. C'est une véritable aventure qui va durer de nombreuses années, et en même temps ils sont accompagnés d'artistes français. Et il est probable que Péréal, à l'un ou l'autre de ces moments de la conquête, va partir lui aussi vers l'Italie, et il va être fasciné par ce modèle napolitain de vertus qui flanquent les tombeaux des Angevins de Naples, et là ces vertus sont monumentales, de taille, grandeur, nature. Alors les vertus, c'est les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, mais aussi les vertus morales. Voilà, et ici ce sont donc les vertus cardinales. Donc nous avons prudence, tempérance, force et justice qui viennent flanquer le tombeau. Et ces vertus sont ici finalement extrêmement bien ordonnées, parce que l'on se rend compte que les vertus les plus féminines qui sont finalement enseignées aux femmes, à celles qui devront ensuite diriger ou bien élever des princes, ce sont les vertus de prudence et de tempérance. En revanche, celles qui vont diriger le bon gouvernement du roi ou du prince, ce sont les vertus de force et de justice. Donc dans ce tombeau, première surprise, il y a un ordre tout à fait cohérent dans la disposition de tous ces personnages autour de la cuve. Oui. Et prudence et tempérance se trouvent logiquement sous le portrait de Marguerite de Foix. Oui. Il y a une parfaite égalité entre le masculin et le féminin. On ne se pose pas de ce genre de problème comme aujourd'hui. Alors, ces vertus sont là, et c'est là que l'on voit que ce miroir des princes, on voit justifier le titre de votre livre, Sophie de Gourcy, le miroir des princes. Pouvez-vous nous expliquer? Alors oui, pourquoi avoir choisi un miroir des princes? Eh bien, il faut se rappeler qu'à l'époque, il y avait un ouvrage qui avait une énorme importance, un impact considérable. C'était des ouvrages que l'on appelait des miroirs des princes, c'est-à-dire des manuels d'éducation. Donc, ces manuels d'éducation à l'usage des princes, c'était généralement commandé par des rois, des pères, qui voulaient que leurs fils soient enseignés pour devenir des bons gouvernants. En fait, on recherchait une façon de leur montrer comment bien régner lorsqu'ils auraient atteint l'âge de régner. De cette charge. De cette charge, effectivement. Alors, ces miroirs des princes avaient une ancienneté qui était déjà reconnue, puisqu'ils existaient sous l'Antiquité. Ils ont été réactualisés sous Charlemagne, mais surtout à la fin du Moyen-Âge. On va de nouveau en rédiger de nombreux, et celui de Philippe de Mézières est peut-être l'un des plus connus. Il s'appelle, il prend le titre de pèlerin, en fait. L'idée de montrer que le gouvernant n'est qu'un pèlerin et que son œuvre doit être orientée vers une justice idéale. Donc il y a des ouvrages qui vont prendre pour modèle l'empereur Charlemagne. Donc Charlemagne est une référence. Alors pouvez-vous nous expliquer enfin le sens de certains objets? Peut-être d'abord l'épée qui est couverte d'un drap, dont la pointe est couverte d'un drap. Exactement. Alors en faisant le tour de ce tombeau, c'est là justement que l'on voit la pensée par analogie, on se rend compte d'abord qu'il y a un drapé qui va courir de bras en bras le long de toutes ces vertus. Donc il y a un drapé qui couvre la main de prudence, il y a le drapé qui vient environner les bras et alourdir le bras de force, et puis il y a ce drapé très intrigant qui vient couvrir la pointe de l'épée. Alors finalement, eh bien, ce drapé a une intention, c'est d'être là pour adoucir, pour apaiser, pour cacher ce qu'il y a de dur. Et donc si l'épée est recouverte de ce drapé, c'est simplement qu'Anne de Bretagne explique qu'il y a une belle justice et une bonne justice quand elle est mitigée, quand elle est adoucie. Et elle recommande, voilà, une justice modérée. Et elle le montre dans l'enchaînement des objets. Vous avez signalé cette épée, mais dans l'autre main de la vertu de justice, il y a un livre, et sur ce livre, il y a les plateaux de la balance. Et les plateaux de la balance sont représentés de manière tout à fait équilibrée, pour montrer que la justice doit être pareille pour chacun. Mais le sculpteur a introduit une nouveauté tout à fait étonnante et pleine de finesse. Il a penché les pages de ce livre afin que cela forme une ombre au centre. Et
là, on se rend compte que grâce à l'ombre apparaît la croix. Et donc, la leçon du sculpteur, certainement avec l'intention d'Anne de Bretagne, est de montrer que toute bonne justice se fait à l'ombre de la croix. Donc ici, il faut faire attention aussi au rendu extrêmement raffiné des objets. Autre signe étonnant que l'on voit souvent dans les sculptures sous les chapiteaux, dans les églises, dès les églises romanes, c'est cette tour dont s'échappe un dragon. Voilà, on voit la tour qui est entrouverte, oui. Les pierres sont descellées, un dragon s'en échappe et une femme tue le dragon. Pouvez-vous nous expliquer? Ici, donc, la tour, avec ce dragon qui est extirpé de la tour, oui. Est portée dans les mains de la vertu de force. Oui. Et on va retrouver plusieurs niveaux de sens. Donc, un niveau moral, c'est une leçon pour un encouragement, en fait, pour dire qu'il faut tirer de son cœur le mauvais vers, les mauvaises intentions, les mauvaises pensées. Donc ici, première lecture, elle est morale. Deuxième lecture, elle nous rappelle les circonstances du sacre et les promesses que les princes devaient accorder finalement à leur sujet. Et le prince décidait lors de ce sacre, enfin annonçait qu'il serait le bras armé de l'Église. Et donc ici, le dragon ailé, dans l'iconographie médiévale, est la représentation de l'hérésie qu'il faut extirper donc de l'Église. Et donc le prince va venir ici pour soutenir cet effort. Et puis le dragon ailé est la représentation du mal ou de l'ennemi. Et donc là encore, nous voyons un lien avec l'actualité, puisque nos princes sont partis en Italie, ils veulent reconquérir leur trône, et notamment le Milanais. Et à cette époque, donc Ludovic le Mort est l'ennemi de Louis XII, il faut extirper l'ennemi de la ville. Et ici, c'est une image de cette entreprise italienne et de cet espoir de conquête qu'avaient les armées françaises en gagnant l'Italie. Donc, en fait, Anne de Bretagne faisait un superbe programme qui évoquait toute l'actualité du temps. Sophie de Gourcy, on vous écouterait pendant des heures. On a envie de prendre le train et de partir à Nantes. Vous organisez des conférences? Oui, quelquefois. Je fais volontiers visiter le tombeau. Et c'est vrai que l'on découvre une multitude de petits détails. Et par exemple, simplement, entre les mains de Saint-Pierre, vous avez la clé, bien sûr, du paradis. Mais plutôt que de la représenter uniforme ou comme toute autre clé, on se rend compte qu'au milieu de la clé, il y a la croix. Et que cette croix est représentée inversée pour nous montrer et rappeler que le martyr de Saint-Pierre a été crucifié en bas, voilà, la tête en bas. Et puis l'autre signification est simplement pour nous montrer qu'il faut passer par la croix pour rentrer, avoir la clé du paradis. Donc vous voyez une finesse d'enchaînement dans les idées, dans la pensée, et tout cela sous le ciseau d'un sculpteur remarquable, Michel Colombe. Merci beaucoup, Sophie de Gourcy. Je crois que nous allons nous donner rendez-vous à Nantes autour du tombeau des ducs de Bretagne, grâce à vous et grâce à ce beau livre édité chez Beauchesne. Chez Beauchesne, grand bel éditeur. Vous avez vous avez une autre passion architecturale. Vous allez nous continuer cette série parce que je trouve probablement. J'aime beaucoup l'iconographie, donc je vais rechercher. Vous allez rechercher approfondir un autre beau sujet. Merci beaucoup d'être venu sur TV Liberté, Sophie de Gourcy. Merci beaucoup. Amie de TV Liberté, donc à très vite pour une autre chronique de l'art en beauté. Amis de TV Liberté, pour cette rubrique « Touche pas à mon patrimoine », qui a bien mérité son nom aujourd'hui, vous allez voir, nous recevons Monsieur Daniel Frumman. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Et bonjour Maxime. Bonjour Anne. Qui est à la tête d'un mouvement d'indignation et de refus parce qu'il y a menace sur le musée des tissus de Lyon. Grosse menace, vous avez initié une pétition, vous allez nous raconter cela. Les téléspectateurs vous connaissent parce que vous êtes déjà venu présenter un très beau catalogue de vos broderies sacrées que vous avez donné à un beau musée dans l'église du Puy-en-Velay.
la plus belle collection, au moins européenne. La plus belle collection. Parce que M. Fruman n'osera pas le dire lui-même, donc on peut le dire à sa place. Oui, c'était somptueux et je m'en souviens fort bien. Et on peut d'ailleurs dire pour nos téléspectateurs, leur donner les petites clés de notre cuisine interne. Figurez-vous que M. Fruman est argentin et que vous tourniez cette séquence avec M. Raspail, qui ont échangé tous les deux pendant presque un quart d'heure. Oui, et nous sommes partis en Patagonie. Vous voyez qu'on aurait pu faire une émission sur la Patagonie avec vous et Jean Raspail. Alors, vous avez pris un coup de sang et vous nous l'avez fait prendre parce que le musée des tissus de Lyon est menacé de fermeture. Alors, que se passe-t-il, Monsieur Fruman? On peut peut-être revenir déjà sur qu'est-ce que le musée des tissus à Lyon. Qu'est-ce que le musée des tissus, oui. Qui n'est pas n'importe quoi. Vous pouvez peut-être nous répondre. Alors, le musée des tissus de Lyon n'est pas tout seul. C'est le musée des tissus de Lyon et des arts décoratifs. Oui. Au milieu du XIXe siècle, les industriels de Lyon ont décidé de créer une collection qui servirait comme base pour l'étude et la formation de tous ceux qui étaient artisans et, d'une façon ou d'une autre, reliés à l'industrie lyonnaise, qui était bien entendu autour du textile, mais pas seulement de la fabrication du textile, mais de la fabrication des machines qui étaient nécessaires pour fabriquer le textile. Donc c'était quand même une industrie extrêmement complexe. L'industrie du textile, c'est une industrie difficile. Donc ça s'est passé au milieu du XIXe siècle. Il y a eu beaucoup d'allers-retours parce que, d'une part, les collections ont commencé à grossir. Elles grossissaient par les dons qui étaient faits par les grands industriels, mais aussi par des collectionneurs, et aussi par des missions qui étaient financées pour aller chercher des textiles. C'est ainsi que le musée des tissus de Lyon a la plus grande collection de textiles d'Antinoé au monde. Les textiles d'Antinoé, je suis en train de parler de quelque chose comme de 1000 et quelques années, c'est-à-dire c'est des œuvres, des produits des fouilles, et des tissus absolument extraordinaires qui ont été exposés il y a 3 ans dans une exposition merveilleuse organisée par le directeur du musée, Maximilien Durand. Et qui viennent d'où? Antinoé? L'Égypte. L'Égypte, c'est ça. Voilà. Et, si je ne me trompe pas, mais oui, c'est ça. La pièce la plus ancienne du musée, c'est probablement une pièce égyptienne, une magnifique tunique plissée, qui date de 1250 ans à peu près. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ces musées conservent à peu près 2,5 millions d'objets qui vont de l'Antiquité la plus ancienne, la plus haute, à pratiquement la création actuelle dans ce qu'on appelle les textiles technologiques. Ça et c'est un pratiquement. Musée, et oui, et c'est un musée qui a une particularité puisqu'en fait c'est pas un musée qui appartient à un établissement public. Sur ça. Ce qui est important de dire, c'est que pratiquement la collection balaie toutes les cultures du monde, tous les styles et toutes les créations et toutes les époques. En particulier, c'est la plus grosse collection de textiles représentant la production lyonnaise au monde. À travers les productions qui ont été... Il faut dire que la production de soie en France date du XVe siècle. Et que la production lyonnaise a progressé à partir de François Ier, pratiquement. Donc voilà, ça c'est pour dire qu'est-ce que c'est que les musées. Le musée a changé de nom. Et à un moment donné, on a créé ce qu'on appelait les musées historiques des tissus. Et les musées historiques des tissus est une entité extrêmement connue, aussi bien au niveau de la France, contrairement à ce qu'ont dit certains, que les musées n'est pas connu, mais aussi énormément connu à l'étranger. Et je reviendrai sur cette question-là. Alors, quelle est la particularité de ces musées? C'est ce qu'il disait justement il y a quelques minutes Maxime. Ces musées appartiennent à la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, qui est une chambre consulaire, qui est gouvernée par des élus représentant l'industrie locale et le commerce local, et qui a, pendant 150 ans,
entretenu ses collections et a fait don d'un hôtel particulier qui accueille aujourd'hui le musée des tissus, plus des agrandissements beaucoup plus récents. La Chambre des commerces a reçu en donation en 1925, si je ne me trompe pas, un autre hôtel particulier qui était destiné à loger l'ensemble de la collection d'art décoratif. C'est pour ça que j'ai dit, c'est le musée des tissus et des arts décoratifs. Or, il se trouve que pendant 150 ans, ce qui n'est pas peu, c'est la Chambre des commerces qui a géré la totalité de ces musées et a fait ce qu'il est aujourd'hui, la collection la plus importante du monde en textile et la deuxième collection en France d'art décoratif. Qu'est-ce qui se passe? C'est que cette chambre consulaire, qui vit de taxes et des revenus, dont je ne rentrerai pas dans les détails, se trouve aujourd'hui confrontée au fait que l'État diminue ses revenus, diminue ses taxes et se trouve dans l'impossibilité de continuer à financer les fonctionnements de ces musées. Oui. C'est donc la responsabilité de l'État, hein, parce qu'il faut aussi pointer les coupables d'origine. Le musée des tissus et des arts décoratifs est un musée de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une convention et que cette convention garantit la sauvegarde des œuvres de ces musées. C'est-à-dire que ces œuvres sont inaliénables aujourd'hui. Inaliénables, ça veut dire qu'elles ne peuvent pas être vendues, mais elles peuvent être éventuellement éparpillées dans d'autres musées, ce qui serait dramatique aussi. Ce qui est important à dire maintenant, c'est que le refus, l'impossibilité dans laquelle se trouve la Chambre des commerces et de l'industrie de Lyon de continuer à financer, aurait dû faire que la ville de Lyon prenne le relais, qui est effectivement héritière de la tradition. Bien sûr. Et cette tradition continue, puisque les tissus technologiques sont aussi une création lyonnaise. Bien sûr, oui. Que la ville de Lyon est la métropole, dont le président est M. Gérard Collomb, qui est en même temps maire de la ville et président de la métropole, aurait dû être les premiers à dire ces musées, les contenus de ces musées doivent être sauvegardés parce que c'est l'image, l'image de l'industrie lyonnaise et en plus de ça, c'est l'image de cette capacité extraordinaire qu'avaient les donateurs de l'époque d'avoir une vision d'avenir et de laisser pour le futur ce qu'aujourd'hui nous donne les moyens de profiter. Malheureusement, ce n'est pas le cas. La situation actuelle est pratiquement bloquée. À cause du musée Confluence, puisqu'on peut rappeler que... C'est un des facteurs. C'est un des facteurs, oui. Parlez-nous de ce musée des Confluences qui est absolument énorme. En deux mots. Hein. Je ne l'ai pas encore visité. Oui. Je connais très bien les musées textiles, je connais bien beaucoup d'autres musées à Lyon, je ne connais pas les musées des Confluences encore. Et donc, tout ce que je peux dire, c'est que ce musée des Confluences a reçu un héritage, entre guillemets, les collections du musée Guimet de Lyon, et les collections de musées d'histoire naturelle, et qu'à travers ça, ils ont créé un musée que j'appellerais des parcours de civilisation. Oui. C'est très à la mode. Je n'ai rien contre. C'est très à la mode. Je n'ai rien contre la création des éléments qui peuvent effectivement permettre une vision nouvelle du parcours historique des civilisations et les contenus artistiques qu'elles peuvent avoir. Ça, je trouve que c'est très bien. Mais je trouve que c'est aberrant de faire en sorte qu'un joyau national comme c'est le musée des tissus et des arts décoratifs disparaisse quand en fait son budget est pratiquement un dixième du budget du musée des Confluences. Oui, on va rappeler quand même que... Un dixième du budget. Voilà, le musée des tissus et des arts décoratifs, c'est 80 000 visiteurs par an. Hein, donc c'est pas petit. C'est 80 000 visiteurs par an, ce qui est très bien. Ce qui est très bien, puisque les centres nationaux des costumes des scènes créés plus récemment encore à Moulins, c'est exactement
la moyenne de ses visiteurs pendant 5 ans. Oui, oui, bien sûr. Donc, ce n'est pas peu. Aujourd'hui, on nous dit, oui, mais il faudrait augmenter. Bien sûr, il faudrait augmenter. J'ai plein d'idées à donner à M. Colomb pour lui dire, ou à M. Kepenekian, qui est son adjoint à la culture, pour leur dire comment est-ce qu'on peut faire. Il suffit d'avoir un billet groupé pour un certain nombre de musées, dont Confluence, et vous aurez certainement beaucoup plus de visiteurs au musée des tissus. Donc, les problèmes. C'est un budget d'à peu près 2 millions par an. 2,5 millions par an. Dont la moitié. Dont pratiquement la moitié, dont 800 000 à 1 million, provient des revenus propres du musée, c'est-à-dire les entrées, la boutique, toutes les actions culturelles, plus la privatisation. Donc il cède lui-même, ce musée. Il cède. Donc en clair, il manque un peu plus d'1 million par an pour ça. 1,5 million, c'est quand même pas 7 par an. C'est gigantesque à l'échelle de notre pays pour un musée qui devrait être un grand musée national. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, quelle est l'actualité récente? Puisque ça fait quand même un certain nombre de mois que ce cas existe. Il est question d'une décision qui interviendrait dans quelques jours et qui pourrait aboutir à la fermeture du musée. Et vous avez, d'une part, créé une pétition sur Internet qui va s'afficher en bas de l'écran, et on ne peut que inviter nos téléspectateurs à la signer et à la diffuser autour d'eux, premièrement. Et deuxièmement, racontez-nous donc quelles sont les prochaines échéances, y compris celle de la ministre de la Culture, qui a décidé de nommer un médiateur sur l'affaire. Alors, il y a eu le 8, c'est-à-dire hier, une réunion que on espérait apporterait une solution au problème. Et pourquoi on espérait avoir une solution? Parce que finalement, la ministre a réagi. Et probablement elle a réagi, je pense, peut-être, grâce à l'intervention de Maestro Placido Domingo, qui a signé une très belle lettre et qui a écrit une lettre remarquable à la ministre. Et je pense donc que cette réaction a été à la suite de cette lettre, et peut-être maintenant parce que la nouvelle ministre a une sensibilité différente que l'ancienne vis-à-vis de cette richesse culturelle qui est le musée des tissus et des arts décoratifs de Lyon. Et non seulement la ministre a écrit aux partis qui interviennent dans la négociation, mais elle a mis aussi la promesse, elle a fait la promesse d'une subvention de 250 000 € pour pouvoir boucler déjà les budgets de 2016, à condition bien sûr que les partis prennent leurs responsabilités et affichent une contribution financière. Or, la chaîne d'événements est la suivante. La région et son président, M. Laurent Wauquiez, ont dit qu'effectivement, ils étaient disposés à participer financièrement à la sauvegarde du musée en 2016 et au-delà, à condition que la métropole s'engage. La métropole a répondu qu'elle ne s'engagera que si l'État s'engageait à son tour. Maintenant, l'État s'est engagé à son tour, mais la métropole a dit que de toute façon, elle ne financera pas. Et elle cherche des partenaires ailleurs. Ce que je trouve que c'est très bien. Bien sûr, oui. Mais je voudrais bien demander à M. Colomb, qui dans un de ses tweets a dit qu'il allait demander à une décoratrice connue de participer autour du table, et combien cette décoratrice est disposée à mettre dans la cagnotte pour pouvoir sauvegarder les musées. Parce que ce que nous avons besoin, M. Colomb, aujourd'hui, c'est de l'argent. C'est-à-dire quelques centaines de milliers d'euros. À l'heure où on parle quand même de communes qui ont des centaines de millions d'euros de budget, qu'ils distribuent en subvention pour des associations toutes plus bêtes les unes que les autres. Je suis à peu près sûr qu'on dépense plus pour le football à Lyon que pour le musée des tissus, même probablement plus pour des abribus que pour le musée des tissus. Mais il faut dire que s'exhiber avec des footballeurs, c'est peut-être beaucoup plus porteur du point de vue politique que d'intervenir pour un musée. Certainement. Donc c'est encore une décision politique. Alors ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que votre pétition a
recueilli près de 100 000 voix. Donc il faut continuer, il faut multiplier ce chiffre. Ça, c'est déjà une force très importante. Vous avez eu aussi l'appui de M. Fumaroli. Absolument. Qui est un grand lettré. Il faut chercher, c'est vrai, d'autres personnalités. Et il n'y a pas sur Lyon des personnalités qui pourraient se dresser. Nous avons eu beaucoup de signatures. Oui. Monsieur Fumaroli, bien sûr. Nous avons eu Monsieur Donnedieu de Bavre, qui est l'ancien ministre de la Culture. Nous avons eu Hubert de Givenchy qui a signé. Oui. Donc, nous avons eu les directeurs du musée des Metropolitan Museum à New York. Oui. Nous avons eu en tout pratiquement 10 000 personnes qui ont signé de l'étranger. Et parmi ces personnes, il y a des personnalités extrêmement connues dans le monde de la culture et du textile en particulier. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que la Chambre de commerce, vous me le disiez en préparant l'émission, elle est prête, si une autre structure veut fusionner ou reprendre le musée, à céder évidemment gracieusement l'ensemble des collections et les bâtiments qui l'abrite, donc elle ne cherche pas à faire une opération financière et elle est prête à tout offrir pour rien du tout. Donc maintenant, c'est simplement les bonnes volontés, et en particulier l'État et la mairie de Lyon, qui doivent mettre la main à la poche, ce qui est quand même la moindre des choses. C'est une histoire affreuse, d'autant plus que quand on passe par Lyon, on passe devant ce musée des confluences, dont l'architecture est quand même pour le moins phénoménale, gigantesque, et qui a dû coûter 400 millions. Et des sommes astronomiques. Ça a coûté 400 millions. Oui, ou 390. Enfin, et qui coûte, il faut le dire, le budget, le musée Confluence à Lyon, c'est 20 millions d'euros de fonctionnement, dont une très grande majorité vient des subventions publiques. C'est ça. Parce qu'on nous explique toujours qu'il n'y a pas d'argent, mais il faut regarder les subventions qui sont données à des établissements majeurs ou mineurs. Il y en a pour certains. Moi, j'ai même découvert, par exemple, une association située dans la Seine-Saint-Denis récemment, qui aide les jeunes à faire du bruit, et qui a même une radio sur Internet, figurez-vous, et qui, en fait, ne fait rien. Voilà, elle va aider les jeunes des quartiers à faire du tam-tam. Bon, c'est quand même pas majeur. C'est 650 000 euros de subventions publiques par an, c'est-à-dire ce qui manque au musée des tissus à Lyon. Vous voyez que quand on veut de l'argent, on en trouve. Oui, non, mais tout ça est connu. Tout ça est connu puisque la Cour des comptes fait des rapports expliquant ces subventions non identifiées ou identifiées très bien et inutiles, mais ce n'est jamais suivi des faits. Donc il faudrait que quelqu'un... Merci, Monsieur Freeman, d'avoir tapé du poing sur la table, d'avoir créé cette pétition. Vous nous tenez au courant ? Tout à fait, surtout que je vous remercie de m'avoir reçu, parce que très souvent je me trouve très isolé et très seul dans ces démarches. Et on peut rappeler aussi que vous avez un site très beau qui s'appelle Plaisir Textile. Tout à fait. Pour les passionnés, qui est un site qui... donne de l'actualité du monde des textiles anciens, bien entendu, et des analyses, je dirais, artistiques, intellectuelles, d'histoire de l'art, qui décryptent le tissu. Pour ceux comme moi qui n'y connaissent strictement rien, on peut lire pendant des heures des pages magnifiques où on apprend la forme, les techniques, des comparaisons. Par exemple, le dernier, c'était des broderies en forme de pistolet. Pour adorner ce que l'on appelle des fontes des pistolets, que l'on trouve dans les tableaux de Louis XIV, c'est ça. XV, etc. Voilà, avec une comparaison sur les boiseries de l'époque Régence, qui était tout à fait intéressant. Donc pour les passionnés, lisez Plaisir Textile, qui est un site superbe et gratuit, et bien entendu. Oui, non, mais il faut le préciser, parce que ce n'est pas gratuit de nos jours. Et allez au Puy-en-Velay pour voir la très belle collection des Fruman. Et surtout signer cette pétition, faites-la signer, il faut absolument que ce soit un mouvement populaire de masse. Qu'on soit 100 000 dans 2 jours. Oui, 100 000 dans 2 jours. Je pense qu'on le sera. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous. Et bravo pour cette très belle démarche. Merci Anne, beaucoup. Et merci Maxime. Merci Maxime. À très vite, amis de TV Liberté, pour une autre chronique de Perles de Culture.